là, on est en plein dans l'optique somatique du désenchantement. C'est-à-dire, on accepte le fait, on accepte d'être face au vide et on somatise ce vide. On le somatise de différentes façons. On peut le somatiser par, par la non-participation, mais une sorte d'apathie aussi, par un abandon de soi à ce vide. Ça, c'est le grand danger, en fait. C'est le grand danger pour tout le monde. Et, et c'est le grand danger aussi parce que dans son acharnement thérapeutique, le monde, il nous pose face à une sorte de condition out-out, tu vois. Ou bien tu fais comme si tu fais avec, ou bien tu meurs, ou bien tu es abandonné. Je t'abandonne. Et si je t'abandonne, c'est pas drôle. Effectivement, c'est pas drôle. On le sait que c'est pas drôle. Là, Tikkun semble nous donner déjà une sorte d'espoir à dire ah, la non-participation, la non-appartenance, est déjà une sorte de choix quelque part plus actif, plus souverain, justement, sur la condition à laquelle nous sommes confrontés. Mais je voudrais dépenser 2 mots sur la figure limite de cette condition d'abandonner. Et, je vais le faire en introduisant Giorgio Agamben, un philosophe italien euh, assez connu, assez débattu, assez abusé aussi, je crois, dans le monde des arts, pour différentes raisons. Parce qu'il écrit bien, donc c'est très beau de le citer, et puis parce qu'on a l'impression de comprendre, mais, euh, mais c'est une pensée abyssale, là aussi très postmoderne dans le sens de très active dans la pars distruens, très peu dans la pars construens, hein, et, et voilà, et qui est connu surtout pour l'œuvre Homo Sacer. Voilà, là, si vous avez 15 ans à disposition, vous pouvez vous l'acheter. Euh, il y a l'édition intégrale au seuil. Et tout Homo Sacer est basé sur une analyse de comment la biopolitique, mais aussi le spectacle dans les derniers volumes, euh, tendent à séparer forme de vie et vie nue. Okay. La vie nue, c'est la vie qui est bonne en soi, déjà chez Aristote, qui est celle qui doit être préservée à tout prix. Et la forme de vie, par contre, c'est la vie politique. Euh, et ici, dans Tikkun, il se réfère beaucoup à Agamben, il semblerait qu'ils disent que le Bloom, hein, il est face à l'aporie de devoir quelque part refuser d'être une forme de vie, parce que toute forme de vie qu'on lui propose est déjà une sorte de fétiche substitutif de l'unique et seule vérité qui est au fond de nous, qui est marquée par cette finitude, par cette solitude. Donc du coup, euh, mais cela ne veut pas dire que la vie nue est effectivement la condition à laquelle il se trouve confronté en tant qu'abandonné. Et c'est un peu cette condition out-out devant laquelle il est mis euh, euh, par le système d'acharnement thérapeutique et qui dit ou bien tu es avec nous ou bien tu es en dehors. Et si tu es en dehors, tu deviens ce que justement Agamben dit l'homo sacer, l'homme que tout le monde pouvait tuer sans forcément, ou sans pouvoir être puni. Hein. Il était déclaré homo sacer, un homme qui avait commis quelque chose, pour une chose ou pour l'autre. Hein. Il y avait plusieurs façons où on pouvait tomber sous cette espèce juridique. Mais quand on était nommé homo sacer, euh, on était exclu du droit. On était vraiment, véritablement exclu du monde. Donc, du coup, on ne pouvait pas le punir. Ce n'était pas une punition. La seule punition, c'était l'abandon. Et l'abandon te rendait vulnérable au point que tout le monde pouvait te tuer sans courir le risque d'être poursuivi. Euh,
Donc cet abandon correspond un peu à la figure du Homo sacer, qui prend beaucoup d'images au fur et à mesure dans toute l'œuvre de Agamben, qui peut parler de l'opprimé en général, mais qui trouve son incarnation la plus claire dans le clandestin. Dans le clandestin, ici, hein, dans la contemporanéité, dans le clandestin, qui est exclu du droit par son inclusion, ou pour le dire de façon inverse, il est inclus dans le droit par son exclusion. Dans le sens, il est prévu par le code de la loi qu'il y ait des gens qui ne sont pas protégés par la loi. Vous voyez? Donc il est inclus dans l'ordonnement juridique de par sa propre exclusion. Mais encore avant, je crois qu'il y a eu dans l'histoire une instance, un exemple de vie nue qui a été peut-être produite dans sa forme la plus pure, et c'est la figure ainsi dite du musulman dans les camps de concentration. Alors, Agamben Lee reporte un passage de Primo Levi dans Si c'est un homme, et qui décrit le musulman dans ces termes. Tous les musulmans qui finissent à la chambre à gaz ont la même histoire, ou plutôt ils n'ont pas d'histoire du tout. Ils ont suivi la pente jusqu'au bout, naturellement, comme le ruisseau va à la mer. Dès leur arrivée au camp, par incapacité foncière, par malchance, ou à la suite d'un incident banal, ils ont été terrassés avant même d'avoir pu s'adapter. Alors, on peut penser ici à un Bloom, hein, ou bien une personne, hein, quand on arrive, on n'est pas tous Bloom dès qu'on arrive sur cette planète, mais disons, un Bloom, une personne auquel on propose des identités sociales, et quelque part, il n'a pas su s'adapter, je sais pas, à l'école, il s'est passé quelque chose, son père, sa mère, par accident, sont mortes, ça a eu des conséquences. On ne sait pas, mais quelque part, il n'a pas pu vraiment tenir le pas avec le monde, ni faire sienne une identité acceptable par ce monde, ou que lui, il a pu savoir, qu'il a su performer. Il n'a pas réussi. Euh, et donc, du coup, il a suivi la pente. Il s'est désenchanté. Il a compris qu'il n'avait pas d'espace, qu'il n'appartenait pas à cette communauté. Et néanmoins, il n'a pas réussi non plus à faire comme si. C'est-à-dire, il n'a pas pu s'adapter et dire ok, je ne fais pas partie, c'est rien, c'est un mensonge, mais je fais comme si. J'essaye de prendre sur moi une entité qui puisse me tenir en vie quelque part. Hein. Toute proportion gardée, bien sûr. Ils sont pris de vitesse. Lorsqu'enfin ils commencent à apprendre l'allemand et à distinguer quelque chose dans l'infernal enchevêtrement de lois et d'interdits, leur corps est déjà miné. Et plus rien désormais ne saurait les sauver de la sélection ou de la mort par faiblesse. Leur vie est courte, mais leur nombre infini. Ce sont eux, les musulmans, les damnés, les nerfs du camp. Eux, la masse anonyme, continuellement renouvelée et toujours identique, des non-hommes en qui l'étincelle divine s'est éteinte et qui marchent et peinent en silence, trop vides déjà pour souffrir vraiment. On hésite à les appeler des vivants, on hésite à appeler mort une mort qu'ils ne craignent pas parce qu'ils sont trop épuisés pour la comprendre. Ils peuplent ma mémoire de leur présence sans visage, et si je pouvais résumer tout le mal de notre temps en une seule image, je choisirais cette vision qui m'est familière. Un homme décharné, le front courbé et les épaules voûtées, dont le visage et les yeux ne reflètent nulle trace de pensée. Alors voilà quelle est l'image aussi à laquelle l'acharnement thérapeutique institutionnel, spectacle, marchandise autoritaire, nous met face, à laquelle nous confronte,
pour tenter avec toutes ses forces, jusqu'à la fin, jusqu'à l'ultima ratio, de nous convaincre que la seule possibilité, c'est de suivre ce qu'eux, ils disent être nécessaire. D'une façon ou d'une autre, même si tu n'y crois pas, tu fais comme si. Si tu ne fais pas comme si, le risque, c'est de se trouver à vaguer comme un non-homme, comme un homo sacer, comme un dérélie, même pas comme un animal, euh, dans ta vie jusqu'à mourir. Donc la créature de la non-appartenance n'est pas non plus le musulman. C'est quelqu'un qui de la même manière euh, que Bartleby de Melville, dit tout simplement I'd rather not. Okay, donc quelque part, il y a un choix, une prise de choix positif là-dedans. Positif dans le sens où il y a une volonté, il n'y a pas que de la passivité, il n'y a pas un abandon total vers ce vide. C'est juste une prise en charge de ce vide et de dire ok, si c'est ça que je suis, il n'y a plus aucune raison de collaborer ou de faire semblant de croire à la fiction, à l'histoire qu'il me propose. C'est comme si la conscience de n'être que solitude, finitude et exposition, cette conscience est si aliénante, hein, ou oui, si aliénante, si profondément expérimentée, qu'elle m'empêche de faire comme si. Vous voyez? Donc c'est là qu'ils disent que le système, dans son acharnement, ou aussi le système, dans son acharnement, a engendré, a couvé l'apparition de cette nouvelle forme de vie, qui est l'homme de la non-participation, la créature de la non-appartenance, l'homme désœuvré, tout ce que tu veux.